Isabelle Moreau remarqua quelque chose d'inhabituel ce matin-là. Elle ne pouvait pas dire exactement quoi, mais quelque chose avait changé dans sa maison. Quelque chose dans le comportement de Maribel, son employée de maison depuis 5 ans. Maribel arrivait toujours à 6 heures du matin. Elle nettoyait la cuisine, préparait le petit déjeuner, repassait le linge. Elle était prévisible comme une montre suisse. Mais ces dernières semaines, Maribel avait commencé à arriver plus tôt, à 5 heures, parfois à 4h30. Et elle disparaissait dans la chambre de service pendant des heures. Isabelle ne dit rien au début. Maribel était la meilleure employée qu'elle ait jamais eue en 30 ans. Travailleuse, honnête, discrète. Mais la curiosité d'Isabelle était plus forte que sa discrétion. Ce matin-là, Isabelle décida d'enquêter. Elle se leva à 5 heures avant que son réveil ne sonne. Elle marcha en silence dans le couloir de son hôtel particulier. Un hôtel particulier de 3 étages à Neuilly-sur-Seine, construit grâce à l'argent de son empire de cosmétiques. La marque qu'elle avait créée de toutes pièces il y a 15 ans, Élégance Moreau, des produits pour les femmes qui voulaient se sentir belles, des crèmes, du maquillage, des parfums. Tout était conçu pour rehausser la beauté extérieure. Isabelle avait toujours cru que l'apparence importait, que bien paraître, c'était se sentir bien, qu'une femme soignée était une femme sûre d'elle. C'est pourquoi son entreprise avait connu un tel succès, parce qu'elle vendait un rêve, le rêve de la beauté parfaite. Mais ce qu'Isabelle vit ce matin-là dans la chambre de service allait changer tout ce qu'elle croyait savoir sur la beauté. La porte était entrebâillée. Une fente de lumière jaune s'échappait vers le couloir sombre. Isabelle s'approcha en silence. Elle colla son œil à la fente, et ce qu'elle vit la laissa paralysée. Il y avait une femme assise devant un miroir. Une jeune femme, 25 ans environ, complètement chauve, sans un seul cheveu sur la tête. Le cuir chevelu lisse, brillant sous la lumière de la lampe. Et derrière elle, Maribel, avec une brosse en poil naturelle à la main, brossant le cuir chevelu nu, avec des mouvements doux, lents, comme si elle peignait les cheveux les plus longs et les plus beaux du monde. Isabelle ne comprenait pas. Pourquoi brosser une tête sans cheveux? Quel était le sens de ça? Mais alors elle regarda le miroir, et elle vit quelque chose qui la coupa le souffle. La femme chauve souriait, un sourire authentique, un sourire de paix. Et dans le cadre du miroir, en lettres cursives dorées, il y avait une phrase. « Belle, tu l'es ». Isabelle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas du froid. C'était autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Quelque chose qui ressemblait à un souvenir enfoui. Maribel continuait de brosser. Ses mains se mouvaient avec la précision de quelqu'un qui a fait ça des milliers de fois. Et la femme chauve fermait les yeux, savourait chaque passage de la brosse, comme si elle pouvait sentir chaque poil caresser son âme. Isabelle dut faire du bruit, parce que soudain Maribel leva les yeux. Ses yeux croisèrent ceux d'Isabelle à travers la fente, et la brosse s'arrêta. Madame Moreau. La voix de Maribel était à peine un murmure, pleine de peur, pleine de honte. La femme chauve ouvrit les yeux, et quand elle vit Isabelle à la porte, son sourire disparut. Ses mains volèrent vers sa tête, se couvrant, se cachant, comme si sa calvitie était quelque chose de terrible que personne ne devait voir. Mais ce qu'Isabelle vit dans ce miroir n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Ce n'était pas de la honte, ce n'était pas de la laideur. C'était quelque chose de complètement différent. C'était de la dignité. Isabelle ouvrit la porte en grand. La lumière du couloir inonda la petite chambre de service, illuminant la scène qu'elle n'oublierait jamais. Maribel, avec la brosse en poil naturel toujours à la main. La femme chauve, se couvrant la tête avec ses mains, et le miroir décoré, avec cette phrase qui semblait se moquer d'Isabelle. « Belle, tu l'es. Que se passe-t-il ici » demanda Isabelle. Sa voix était plus dure qu'elle ne l'avait voulu. C'était le ton de la femme d'affaires, le ton de la patronne, le ton d'une femme habituée à avoir le contrôle. Maribel baissa les yeux. « Madame, je peux vous expliquer. » Isabelle regarda la femme chauve. La jeune femme avait commencé à trembler. Des larmes coulèrent de ses yeux, des larmes d'humiliation, de honte, de cette douleur profonde
que seul connaît celui qui a perdu quelque chose qui définissait son identité. « Qui est-ce » demanda Isabelle. « C'est ma cousine » dit Maribel d'une voix brisée. « Elle s'appelle Valentina. Elle a 27 ans et elle a une alopécie. » Alopécie. Isabelle connaissait le mot. C'était une condition qui causait la perte de cheveux. Elle avait vu des campagnes de sensibilisation. Elle avait fait des dons à des fondations. Mais elle n'avait jamais vu une femme atteinte d'alopécie totale de près. Elle n'avait jamais vu ce cuir chevelu lisse, cette absence absolue de cheveux, cette vulnérabilité exposée. Valentina continuait de se couvrir la tête, comme si elle pouvait cacher ce que tout le monde avait déjà vu. Isabelle sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années, quelque chose qui ressemblait à de l'empathie. « Depuis combien de temps vient-elle ici » demanda Isabelle. Maribel déglutit. « 1 an, madame. »« 1 an ?» Isabelle n'arrivait pas à y croire. 1 an à amener sa cousine en secret. 1 an à se cacher dans la chambre de service. 1 an de... Quoi? De brosser une tête sans cheveux? Pourquoi? Demanda Isabelle. Elle ne comprenait pas. Pourquoi la brossez-vous si elle n'a pas de cheveux? Maribel leva les yeux. Pour la première fois depuis qu'Isabelle la connaissait, il y avait du feu dans ses yeux. Parce qu'elle a besoin de se sentir soignée, madame. Parce qu'avant l'alopécie, Valentina était mannequin capillaire. Ses cheveux étaient son identité. Et quand elle les a perdus, elle a perdu qui elle était. Isabelle regarda Valentina. La jeune femme avait cessé de trembler, mais les larmes continuèrent de couler. « Mannequin capillaire » demanda Isabelle. Maribel hocha la tête. Elle passait dans des publicités, dans des magazines. Elle avait les plus beaux cheveux que j'ai jamais vus de ma vie. Châtains longs jusqu'à la taille, brillants comme de la soie. Isabelle essaya d'imaginer. Une jeune femme aux cheveux magnifiques, posant pour des caméras, vendant des produits de beauté, peut-être même des produits élégance moraux. Et maintenant? Maintenant, elle était assise dans une chambre de service, chauve, cachée, pleurant de honte. « Que s'est-il passé » demanda Isabelle. Valentina parla pour la première fois. Sa voix était douce, tremblante. Mais il y avait quelque chose en elle qu'Isabelle reconnut, de la force. « Il y a eu un accident » dit Valentina. « Il y a 3 ans. Un accident de voiture. » Isabelle écouta. Valentina raconta. Et ce qu'Isabelle entendit ce jour-là changea tout ce qu'elle croyait savoir sur la beauté, la perte et la douleur. Valentina avait 24 ans. Quand c'est arrivé, elle était en voiture avec son fiancé, Ricardo. Ils étaient ensemble depuis 3 ans. Ils allaient se marier dans 6 mois. La robe était déjà achetée, la salle réservée, les invitations prêtes à être envoyées. C'était une nuit de pluie. La route était glissante. Ils sortaient d'un dîner chez les parents de Ricardo. Un dîner pour annoncer officiellement leur fiançailles. Ricardo était heureux. Il chantait une chanson en conduisant. Valentina riait de sa voix de crécelle. Elle lui disait qu'il ressemblait à un chat écrasé. Et il répondait qu'il chanterait comme ça au mariage, qu'il allait apprendre toutes les chansons romantiques, qu'il allait la faire pleurer d'émotion. Valentina n'oublierait jamais ces dernières paroles. « Je vais te faire pleurer d'émotion ». Elle ne savait pas qu'elle allait pleurer, mais pas d'émotion, de douleur, de perte, d'un vide qui ne se comblerait jamais. Le camion est apparu de nulle part, des lumières aveuglantes au milieu de la pluie. Ricardo a tourné le volant. Valentina a entendu le crissement des pneus, et puis rien, seulement l'obscurité. Et après, le son des sirènes, et après, encore plus d'obscurité. Valentina s'est réveillée 3 jours plus tard à l'hôpital. Elle ne savait pas où elle était. Elle ne savait pas quel jour on était. Elle ne savait pas pourquoi son corps lui faisait autant mal. La première chose qu'elle a vue, c'était Maribel, assise à côté de son lit, avec les yeux rouges d'avoir tant pleuré. « Ma cousine, tu es réveillée », dit Maribel d'une voix brisée. Valentina essaya de parler, mais sa gorge était sèche. Maribel lui donna de l'eau, lentement, avec patience, comme si elle était une petite fille.
Que s'est-il passé? Ça demanda Valentina. Sa voix n'était qu'un murmure. Maribel baissa les yeux. Elle ne pouvait pas le dire. Elle n'avait pas les mots. Où est Ricardo? Valentina commença à se souvenir. Le dîner, la pluie, les lumières du camion, le cri de Ricardo. Où est Ricardo, Maribel? Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Maribel. Et Valentina comprit, avant même que sa cousine ne prononce un mot. Elle comprit que l'homme qui allait être son mari n'était plus là. Non, dit Valentina. Non, non, non. Maribel la serra dans ses bras, avec précaution, évitant les côtes cassées, évitant la jambe fracturée. Je suis désolé, ma cousine. Je suis vraiment désolé. Valentina pleura pendant des heures. Elle pleura jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Elle pleura jusqu'à ce que la douleur physique se mélange à la douleur de l'âme. Et quand elle cessa enfin de pleurer, quelque chose à l'intérieur d'elle s'était brisé. Quelque chose qui ne serait plus jamais pareil. Valentina passa 6 mois à l'hôpital. Pas 3. Comme l'avaient dit les médecins au début. 6 mois. Parce que chaque fois qu'elle essayait de marcher, ses jambes ne répondaient pas. Pas à cause de la fracture, à cause du trauma. Son corps refusait d'avancer. Il refusait de continuer à vivre sans Ricardo, avec des côtes cassées, avec une jambe fracturée, avec des cicatrices sur le visage qui mettraient des mois à guérir, et avec une nouvelle qui détruirait son monde. Ricardo n'avait pas survécu. Il est mort sur le coup, instantanément, sans souffrance, lui ont dit les médecins. Comme si c'était une consolation. Valentina passa 6 mois en convalescence. Physiothérapie, chirurgie reconstructive, thérapie psychologique. Mais rien ne pouvait guérir le trou que Ricardo avait laissé. Et puis, ça a commencé. D'abord, ce fut une petite tache, de la taille d'une pièce de monnaie, à l'arrière de la tête. Valentina pensa que c'était le stress, que les cheveux repousseraient. Mais ils ne sont pas revenus. La tache devint plus grande, puis une autre apparut, et une autre, en 6 mois. Valentina avait perdu tous ses cheveux, pas seulement ceux de la tête, de tout le corps, sourcils, cils, tout. Les médecins appelèrent ça l'alopécie areata universalis, une affection auto-immune, déclenchée par le stress post-traumatique, par le deuil non résolu, par la douleur que le corps ne savait pas comment exprimer. Il n'y a pas de remède, lui dirent-ils. Parfois, ça repousse, parfois non. Valentina abandonna sa carrière de mannequin. Elle cessa de sortir de chez elle. Elle cessa de voir ses amis. Elle cessa de se regarder dans le miroir. Et un jour, il y a 2 ans, elle essaya de mettre fin à ses jours. C'était une nuit de novembre. Valentina était seule dans son appartement, regardant de vieilles photos. Des photos d'elle avec des cheveux, des photos d'elle avec Ricardo, des photos d'une vie qui n'existait plus. Et soudain, la douleur fut trop forte, le vide, trop grand, la solitude, trop profonde. Valentina alla dans la salle de bain, ouvrit l'armoire à pharmacie, sortit tous les médicaments et s'assit sur le sol, pleurant, tremblant, avec les pilules dans la main. Mais avant de faire quoi que ce soit, son téléphone sonna. C'était Maribel, appelant pour lui dire bonne nuit, comme elle le faisait chaque soir. Valentina ne répondit pas, et Maribel sut que quelque chose n'allait pas. Elle le sentit dans son âme. Cette connexion qu'ont les cousines qui ont grandi ensemble, ce lien qui va au-delà des mots. Maribel courut jusqu'à son appartement, brisant la serrure. Elle trouva Valentina dans la salle de bain, avec les pilules éparpillées sur le sol, pleurant. « Ma cousine. »« Qu'est-ce que tu fais ?» cria Maribel. Valentina ne pouvait pas parler. Elle ne faisait que pleurer. Maribel la serra dans ses bras, la soutint et pleura avec elle, toute la nuit, sur le sol de la salle de bain, entourée de pilules, et de larmes, et d'une douleur qui semblait ne pas avoir de fin. Maribel l'emmena à l'hôpital. Elle fut admise au service de psychiatrie. 3 semaines. 3 semaines de thérapie, de médicaments, d'apprendre à vouloir revivre. Et quand Valentina sortit, Maribel prit une décision. Elle n'allait plus jamais la laisser seule. Elle quitta son appartement,
déménagea chez Valentina et commença un rituel qui allait tout changer. Le premier jour où Maribel brossa Valentina, c'était un mardi gris de décembre. Valentina était assise sur le lit, avec un vieux peignoir, sans se regarder dans le miroir, sans parler, sans vouloir exister. Maribel entra avec sa valise, déballa ses affaires et sortit quelque chose du fond de la valise. Une brosse à poils naturelle, la même brosse qu'elle utilisait au salon, la même brosse avec laquelle elle avait coiffé des centaines de femmes. Valentina la regarda avec confusion. « C'est pourquoi faire ça ?» demanda-t-elle. Sa voix était rauque, à force de ne pas l'utiliser depuis des jours. « C'est ma brosse, » dit Maribel. « Et qu'est-ce que tu vas brosser ?»« Je n'ai plus de cheveux, Maribel. Il n'y a rien à brosser. » Maribel s'assit derrière sa cousine. « Bien sûr qu'il y a quelque chose à brosser. » Valentina fronça les sourcils. « Quoi ? Toi. » Et Maribel commença à brosser, le cuir chevelu nu, doucement, avec la même délicatesse qu'elle utilisait avec Donna Carmen, avec la même tendresse qu'elle utilisait avec chaque cliente. Valentina ferma les yeux, et pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose. Pas de douleur, pas de honte. Quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemblait à de l'attention, comme de l'amour. Comme si quelqu'un lui disait qu'elle en valait la peine. Maribel brossa ses cheveux pendant 20 minutes, sans dire un mot. Seulement le son de la brosse contre sa peau. Seulement le rythme doux des soies. Seulement deux cousines partageant un moment qui n'avait pas besoin d'explication. Quand elle eut terminé, Valentina avait les larmes aux yeux, mais pas de tristesse, de gratitude. « Merci », dit-elle à voix basse. Maribel sourit. Demain à la même heure. Et à partir de ce jour, chaque matin, Maribel brossait les cheveux de Valentina, sans faute, sans excuse, sans se soucier de rien d'autre. C'était sa façon de lui dire « je t'aime ». C'était sa façon de lui dire « tu es suffisante ». C'était sa façon de lui dire « je suis là ». Et depuis lors, elle ne l'a plus jamais laissée seule. Valentina parla de l'accident qui avait tout changé. C'était quelque chose qu'Isabelle ne s'attendait pas à entendre, quelque chose qui la frappa comme un coup de poignard en plein cœur. Parfois, je pense que j'aurais dû mourir à la place de Ricardo. Il était parfait. Moi, j'étais juste un joli visage. Et maintenant, je n'ai même plus ça. Isabelle sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose qu'elle avait gardé enfoui pendant 15 ans, un souvenir, une douleur, une vérité qu'elle n'avait jamais partagée avec personne. Isabelle avait une raison de créer Élégance Moreau, une raison que personne ne connaissait, ni ses associés, ni ses employés, ni même sa famille. Il y a 15 ans, Isabelle était une femme différente. Elle avait 37 ans, un mari brillant, 2 enfants adolescents, une vie parfaite en apparence, et une boule au sein gauche qui changea tout. Cancer du sein, stade 2, traitable, mais agressif. Isabelle fit de la chimiothérapie pendant 8 mois. 8 mois qui ressemblèrent à 8 ans. Chaque séance était un enfer, les aiguilles entrant dans ses veines, le liquide froid coulant dans son corps, les nausées qui venaient après, les vomissements qui duraient des jours, la faiblesse qui la faisait se sentir comme une vieille femme, et le pire de tout, les cheveux. La première mèche tomba un matin d'avril. Isabelle la trouva sur son oreiller, une petite boucle châtaine, la même couleur qu'elle avait depuis l'enfance, les mêmes cheveux que sa mère lui coiffait quand elle était petite, les mêmes cheveux que son mari caressait avant de s'endormir. Isabelle la regarda pendant plusieurs minutes, cette petite mèche dans sa main, et elle sut que ce n'était que le début. Dans les semaines qui suivirent, les cheveux continuèrent de tomber, des mèches entières dans la douche, des mèches sur la brosse, des mèches sur l'oreiller, des mèches partout. Isabelle commença à porter des bonnets pour cacher les plaques chauves, pour ne pas effrayer ses enfants, pour ne pas voir la pitié dans les yeux de son mari. Mais les bonnets ne suffisaient pas. Un jour, alors qu'elle se douchait, elle baissa les yeux et vit le drain complètement bouché par les cheveux. Ses cheveux. Tous ses cheveux. Isabelle s'assit sur le sol de la douche, l'eau tombant sur elle, et pleura. Pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis qu'on lui avait diagnostiqué le cancer. Pleura pour ses cheveux. Pleura pour sa féminité.
pleura pour la femme qu'elle était avant. Son mari la trouva là, assise sur le sol, tremblante, pleurant. « Mon amour, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Antoine. Sa voix était pleine d'inquiétude. Isabelle ne pouvait pas parler. Elle montra simplement le drain. Les cheveux bouchant l'eau, Antoine s'agenouilla près d'elle, la prit dans ses bras, la serra contre lui sous l'eau. « Tu es belle, » lui murmura-t-il. « Avec ou sans cheveux, tu es la plus belle femme que je connaisse. » Mais Isabelle ne le croyait pas. Elle ne pouvait pas le croire. Parce que quand elle se regardait dans le miroir, elle ne voyait pas la femme qu'Antoine aimait. Elle voyait un fantôme, une ombre de celle qu'elle était. Antoine essaya de l'aider. Il lui achetait des perruques. Il lui disait qu'elle était belle. Il lui rappelait que les cheveux allaient repousser. Mais Isabelle ne voulait pas de perruque. Elle ne voulait pas de mensonges. Elle ne voulait pas prétendre que tout allait bien alors qu'à l'intérieur, elle se mourait. Une nuit. Antoine trouva Isabelle en train de pleurer dans la salle de bain. Encore une fois, comme chaque soir. « Mon amour, tu dois me parler. Tu dois me dire comment tu te sens. » Isabelle le regarda, les yeux rouges, la tête chauve, l'âme brisée. « Comment je me sens ? Je me sens moche. Antoine. Je me sens comme si je n'étais plus une femme. Je sens que le cancer m'a enlevé tout ce qui faisait de moi. Moi. » Antoine prit ses mains. « Le cancer ne t'a rien enlevé. Tu es toujours toi. Tu es toujours Isabelle. Tu es toujours ma femme. Tu es toujours la mère de mes enfants. Les cheveux ne changent rien à ça. » Isabelle secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Personne ne comprend. Les cheveux faisaient partie de moi. Ils faisaient partie de ce que je suis. Et maintenant, ils ne sont plus là. Et je ne sais pas s'ils reviendront. Et je ne sais pas comment aller de l'avant sans eux. » Antoine la serra dans ses bras. Il ne pouvait pas comprendre complètement. Mais il pouvait être là. Il pouvait la soutenir. Il pouvait lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Et ça, même si ce n'était pas suffisant, c'était quelque chose. Et elle perdit tous ses cheveux. Chaque matin, elle se réveillait avec des mèches sur l'oreiller. Chaque douche était une torture de voir les cheveux boucher le drain. Chaque regard dans le miroir était un rappel qu'elle était en train de mourir. Isabelle ne s'était jamais considérée comme vaniteuse, mais quand elle perdit ses cheveux, elle perdit quelque chose de plus. Elle perdit sa féminité. Elle perdit son identité. Elle perdit celle qu'elle pensait être. Son mari disait qu'elle était toujours belle. Ses enfants disaient que ce n'était pas grave. Mais Isabelle se regardait dans le miroir et ne reconnaissait pas la femme qui la regardait en retour. Chauve, pâle, avec des cernes profonds, avec la peau grisâtre de la chimio. Elle se sentait laide, moins femme, invisible. Et alors elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle alla dans une boutique de cosmétiques. Elle acheta du maquillage, beaucoup de maquillage, des crèmes, des ombres, des rouges à lèvres. Et quand elle rentra chez elle, elle s'enferma dans la salle de bain. Elle passa 3 heures devant le miroir, appliquant de la couleur, dessinant des sourcils qu'elle n'avait plus, peignant des lèvres qui avaient perdu leur couleur naturelle. Et quand elle eut terminé, quelque chose avait changé. Elle n'était pas belle au sens traditionnel, mais elle se sentait, elle-même, elle se sentait visible à nouveau. Elle se sentait vivante, ce soir-là. Isabelle eut une idée qui allait changer sa vie. Elle créa Élégance Moreau, non pas pour devenir millionnaire, mais pour aider d'autres femmes à se sentir comme elle s'était sentie ce soir-là, visible, vivante, belle malgré tout. Le cancer entra en rémission 6 mois plus tard. Les cheveux repoussèrent, d'abord clairsemés, puis abondants. Et Isabelle ne raconta jamais à personne ce qui s'était passé. Elle devint la femme d'affaires prospère, la millionnaire, la propriétaire de l'empire de la beauté. Et elle enterra le souvenir de cette femme chauve dans la salle de bain, se maquillant pour se sentir humaine, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'elle voie Valentina. Isabelle fixa la jeune femme, chauve, effrayée.
les mains couvrant sa tête comme si c'était une honte, et elle y vit son propre reflet d'il y a 15 ans. « Asseyez-vous, » dit Isabelle. Sa voix était différente maintenant, plus douce, plus humaine. Valentina la regarda avec confusion. « Pardon ? Asseyez-vous devant le miroir. Je veux voir quelque chose. » Valentina regarda Maribel. Maribel acquiesça, et Valentina, lentement, baissa les mains de sa tête et s'assit devant le miroir. Isabelle s'approcha. Elle prit la brosse en poil naturel des mains de Maribel et commença à brosser, doucement, avec précaution, comme Maribel l'avait fait auparavant. Valentina ferma les yeux, et Isabelle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis des années. Une connexion. « Vous savez pourquoi je vous brosse alors que vous n'avez pas de cheveux ?» demanda Isabelle. Valentina secoua la tête, les yeux toujours fermés. Parce que les cheveux n'ont jamais été l'important. L'important, c'était le rituel. Le soin. L'acte de consacrer du temps à vous faire sentir spécial. Valentina ouvrit les yeux. Elle regarda Isabelle dans le miroir et vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Des larmes. Isabelle Moreau, la millionnaire parfaite, était en train de pleurer. Madame Moreau. Isabelle reposa la brosse. Elle s'assit à côté de Valentina. Et pour la première fois en 15 ans, elle raconta son histoire. « J'ai été chauve, moi aussi, » dit Isabelle. Sa voix tremblait. « Il y a 15 ans, cancer du sein, chimiothérapie. J'ai perdu tous mes cheveux. » Valentina la regarda, les yeux grands ouverts. « Vous ?» Isabelle acquiesça. « Moi, la propriétaire de la marque Élégance Moreau, la femme qui vend la beauté. J'ai été chauve, et je me suis sentie exactement comme vous vous sentez maintenant. Laide, moins femme, invisible. Mais vos cheveux ont repoussé, dit Valentina. Sa voix avait une pointe d'amertume. Les miens ne repousseront peut-être jamais. Isabelle prit les mains de Valentina. Vous avez raison, les miens ont repoussé. Les vôtres peut-être pas. Mais vous savez quoi? La beauté que j'ai ressentie quand je me suis regardée dans le miroir avec du maquillage ne venait pas des cheveux. Elle venait d'ici. Isabelle posa sa main sur la poitrine de Valentina, sur son cœur. Elle venait de la décision de ne pas laisser le cancer me définir, de ne pas laisser la calvitie me voler qui j'étais, que j'allais continuer à me voir belle, même si le monde pensait le contraire. Valentina commença à pleurer, mais pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement, de reconnaissance, d'enfin être vue par quelqu'un qui comprenait. « Comment avez-vous fait ?» demanda Valentina. « Comment avez-vous arrêté de vous sentir laide ?» Isabelle sourit. « Je n'ai pas arrêté de me sentir laide du jour au lendemain. Ce fut un processus long, douloureux, mais cela a commencé avec quelque chose de simple. Quoi ? Avec quelqu'un qui me brossait les cheveux que je n'avais pas. » Valentina fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Isabelle regarda Maribel. « Votre cousine comprend quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Le brossage n'est pas une question de cheveux. C'est une question de soin. C'est une façon de vous dire que vous en valez la peine, que vous méritez de l'attention, que vous êtes belle, même si vous n'avez pas un seul cheveu sur la tête. » Maribel sourit. C'était la première fois qu'Isabelle la voyait sourire vraiment. « J'étais coiffeuse avant d'être employée de maison, » dit Maribel. « J'ai travaillé 10 ans dans des salons de coiffure. J'ai coiffé les cheveux de centaines de femmes, mais je n'ai jamais compris ce que je faisais vraiment jusqu'à ce que Valentina perde les siens. » Maribel ferma les yeux un instant, comme si elle revivait ces années. « J'ai commencé à 17 ans, » dit-elle. « Ma mère était coiffeuse aussi. Elle avait un petit salon à Coyoacán, 3 fauteuils, des murs peints en rose, un immense miroir avec des lumières autour. » Isabelle écoutait en silence. « J'ai grandi en regardant ma mère faire de la magie avec ses mains. Des femmes entraient dans le salon tristes, fatiguées, grises, et elles en ressortaient différentes. Pas seulement à cause de la coupe ou de la couleur. Elles ressortaient en marchant plus droit, en souriant plus largement, comme si le changement de cheveux avait changé quelque chose à l'intérieur d'elles.
Valentina acquiesça. Elle connaissait cette version de sa cousine, la coiffeuse talentueuse, celle qui avait des clientes qui la suivaient de salon en salon, celle qui ne demandait jamais des prix élevés, parce qu'elle croyait que la beauté était un droit, pas un privilège. Quand j'ai eu 20 ans, j'avais déjà ma propre clientèle, continua Maribel, des femmes qui venaient chaque semaine, certaines toutes les 2 semaines, certaines seulement pour des occasions spéciales, mais toutes venaient pour la même chose. Quoi? Demanda Isabelle. S'aimer un peu plus. Maribel ouvrit les yeux. Il y avait de l'humidité dedans, pas de la tristesse, de la nostalgie. Il y avait une dame qui venait tous les jeudis. Elle s'appelait Madame Dubois. Elle avait 82 ans, de l'arthrite dans les mains. Elle ne pouvait pas se coiffer seule. Mais chaque jeudi, elle arrivait à 10 heures du matin. Je lui lavais les cheveux. Je les séchais au sèche-cheveux à la température la plus basse. Et ensuite, je les brossais pendant 20 minutes, exactement. Isabelle sentit un nœud dans sa gorge. 20 minutes, 20 minutes. Elle disait que c'était son spa, son moment de luxe, le seul moment de la semaine où quelqu'un la touchait avec précaution, où quelqu'un la regardait dans les yeux et lui demandait comment elle allait. Et comment allait-elle? Demanda Isabelle. Seule. Madame Dubois vivait seule depuis que son mari était mort. Ses enfants vivaient aux États-Unis. Ils lui rendaient visite une fois par an. Mais chaque jeudi, elle avait quelqu'un qui prenait soin d'elle, qui la faisait se sentir importante, qui la faisait se sentir belle. Maribel essuya une larme. Quand Madame Dubois est décédée, sa fille m'a appelé. Elle m'a dit qu'ils avaient trouvé une boîte sous le lit de sa mère, remplie de photos d'elle au salon, des photos que je ne savais même pas qu'elle avait prises, des selfies flous, des photos dans le miroir, des photos de ses cheveux fraîchement coiffés, et une note qui disait « Les jeudis avec Maribel sont le plus beau cadeau que je me fais ». Isabelle comprit. Elle comprit enfin. Le salon de coiffure n'était pas un endroit pour coiffer les cheveux. C'était un endroit pour soigner les âmes. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Isabelle. Maribel regarda sa cousine. Quand je travaillais au salon, je croyais que je coiffais des cheveux, des coupes, des couleurs, des brushings. Mais ce n'était pas ça. Je faisais en sorte que les femmes se sentent spéciales. Je leur donnais 1 heure d'attention, 1 heure où quelqu'un les touchait avec précaution, les regardait, les écoutait. Les cheveux n'étaient qu'un prétexte. Isabelle acquiesça. Elle comprenait parfaitement. Quand Valentina a perdu ses cheveux, j'ai quitté le salon, continua Maribel. Je ne pouvais pas continuer à y travailler pendant que ma cousine se mourait de l'intérieur. J'avais besoin d'un travail flexible pour pouvoir prendre soin d'elle. C'est pour ça que je suis devenue employée de maison. Maribel révéla pourquoi elle avait abandonné sa carrière de coiffeuse, et Isabelle comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Maribel n'était pas seulement une employée, c'était une héroïne silencieuse. Une femme qui avait sacrifié sa carrière pour prendre soin de sa famille. Une femme qui comprenait la beauté, mieux que n'importe quel expert de l'industrie. « Je te dois des excuses », dit Isabelle. Maribel la regarda, avec surprise. « À moi? Pourquoi? Pour ne pas t'avoir vue, pour t'avoir traitée seulement comme une femme de ménage pendant 5 ans, pour ne pas avoir su que tu avais cette lumière en toi. » Maribel baissa les yeux. « Je fais juste ce que n'importe qui ferait. » Non. Isabelle fut emphatique. Pas n'importe qui. La plupart des gens voient quelqu'un sans cheveux et ressentent de la pitié, ou de l'inconfort, ou de la peur. Toi, tu as vu ta cousine, et tu as décidé qu'elle était toujours digne d'être brossée, d'être soignée, de se voir dans un miroir. Qui lui dit qu'elle est belle? Isabelle contempla le miroir décoré. « Belle, c'est toi. »« Qui a fait ce miroir ?» demanda Isabelle. « Maribel, » répondit Valentina. « Elle l'a décoré. Elle a écrit la phrase. Elle l'a fait pour moi, quand je ne pouvais toujours pas me regarder sans pleurer. » Isabelle sentit un nœud dans sa gorge. « Et ça a marché ?» Valentina sourit. « Pas au début. Les premiers mois, je pleurais pareil. Mais Maribel m'obligeait à me regarder, chaque jour, chaque matin, pendant qu'elle me brossait. Et un jour, j'ai arrêté de pleurer
et j'ai commencé à voir ce qu'elle voyait. Qu'as-tu vu? Une femme, pas une victime, pas une chauve, pas une personne malade, juste une femme, différente de ce que j'étais avant, mais toujours moi. Isabelle observa les foulards colorés qui pendèrent d'un porte-manteau dans le coin de la pièce. Plus de 30, chacun différent. Couleurs vibrantes, motifs magnifiques. Ces foulards, je les couds moi-même, dit Maribel, pour Valentina. Un nouveau chaque semaine. Ainsi, elle a des options. Ainsi, elle peut exprimer comment elle se sent chaque jour. Isabelle prit un des foulards. Il était en soie, avec un motif de fleurs tropicales. Magnifique. C'est de l'art, dit Isabelle. Je les couds. La nuit, répondit Maribel, quand Valentina dort. C'est ma façon de lui dire que je pense à elle, que même si je travaille toute la journée, elle reste ma priorité. Isabelle regarda Valentina, regarda le cuir chevelu brillant, les sourcils absents, les cils inexistants, et pour la première fois, elle ne vit pas la maladie. Elle vit le potentiel. Valentina, que faisais-tu avant l'accident? J'étais mannequin capillaire. Non, tu étais mannequin. Les cheveux n'étaient qu'une partie. Et maintenant, tu pourrais être quelque chose de plus. Valentina fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Isabelle sourit. Un sourire que Valentina n'avait vu sur personne. Un sourire de quelqu'un qui voit quelque chose que les autres ne voient pas. Le dermatologue a dit quelque chose que personne n'attendait. C'était il y a 6 mois, quand Valentina est allée à son rendez-vous de routine avec le docteur Édouard Arriaga, le spécialiste de l'alopécie. Valentina, votre condition est permanente, dit le docteur. L'alopécie universalise comme la vôtre, régresse rarement. Vous devez vous préparer à la possibilité que vous ne retrouviez jamais vos cheveux. Valentina avait pleuré, dans le cabinet, avait pleuré tout le chemin du retour, avait pleuré pendant des jours. Mais ensuite, le docteur Arriaga a dit quelque chose d'autre, quelque chose que Valentina se rappellerait toujours. Mais vous savez quoi? J'ai vu des patients, avec votre condition, vivre des vies pleines, heureuses, réussies. L'alopécie ne vous définit pas. Elle change seulement votre apparence. Et votre apparence n'est pas qui vous êtes. Valentina n'avait pas compris ces mots, à ce moment-là. Mais maintenant, assise en face d'Isabelle Moreau, elle commençait à les comprendre. Isabelle montra à Valentina quelque chose qu'elle n'avait jamais montré à personne. Isabelle sortit son téléphone, chercha dans la galerie de photos, fait défiler des pages et des pages d'images, jusqu'à ce qu'elle trouve un dossier caché, un dossier qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années, un dossier qui s'appelait simplement 2010. « Regarde », dit Isabelle, et elle montra l'écran à Valentina. C'était une photo, un selfie flou, pris dans une salle de bain, montrait une femme chauve, pâle, avec des cernes profonds, sans sourcils, sans cils, irréconnaissable. « C'est moi », dit Isabelle, il y a 15 ans, au milieu de la chimiothérapie. C'était le moment le plus sombre de ma vie. Valentina regarda la photo, puis regarda Isabelle, la femme élégante devant elle, avec des cheveux parfaitement coiffés, maquillage impeccable, vêtements de créateur. Elle ne pouvait pas connecter les deux images. « Je ne peux pas le croire », dit Valentina. « C'est que ce n'était pas moi », répondit Isabelle. Ou du moins, je ne me sentais pas moi. Je me sentais comme un fantôme, habitant un corps que je ne reconnaissais pas. « Qu'avez-vous fait ?»« Ça pour en sortir ?» Isabelle rangea le téléphone. Pas à pas. D'abord, j'ai arrêté de me cacher. J'ai arrêté de porter des perruques. J'ai arrêté de prétendre que tout allait bien. Et j'ai commencé à me regarder. Vraiment me regarder. Avec toutes mes imperfections, avec toute ma calvitie, avec toute ma peur. Valentina baissa le regard. Je ne peux pas faire ça. Chaque fois que je me regarde, je vois seulement ce que j'ai perdu. Isabelle prit son menton, la força à regarder le miroir. Alors, regarde ce que tu as. Des yeux magnifiques, un sourire qui illumine la pièce, une cousine qui t'aime tellement.
qu'elle a quitté sa carrière pour prendre soin de toi, un corps qui a survécu à un accident, qui a tué quelqu'un. Tu es vivante, Valentina, c'est plus que beaucoup de personnes peuvent dire. Valentina regarda son reflet. Pour la première fois, depuis longtemps, elle essaya de voir ce qu'Isabelle décrivait. Elle n'y parvint pas tout à fait, mais quelque chose changea. Une petite fissure dans le mur de l'auto-rejet. Une petite lumière dans l'obscurité. Isabelle se leva. « J'ai une proposition pour toi. » Valentina la regarda avec confusion. Quel genre de proposition? Élégance Moreau lance une nouvelle ligne de produits, cosmétiques pour les femmes qui ont perdu leurs cheveux à cause de la chimiothérapie, à cause de l'alopécie, pour n'importe quelle raison. Et j'ai besoin d'un modèle. Valentina ouvrit les yeux. Vous plaisantez? Je ne plaisante jamais sur les affaires, dit Isabelle avec un sourire. Je veux que tu sois le visage de la campagne. Toi, exactement comme tu es maintenant. Sans perruque, sans filtre, sans te cacher. Valentina commença à trembler. Je ne peux pas me mettre devant des caméras. Pas ainsi, pas sans cheveux. Isabelle s'agenouilla devant elle. Valentina, écoute-moi. Il y a des millions de femmes comme toi, là-bas. Des femmes qui ont perdu leurs cheveux et qui sentent qu'elles ont perdu leur valeur. Des femmes qui se cachent, qui pleurent dans les salles de bain, qui pensent qu'elles ne seront plus jamais belles. Imagine ce qu'elles ressentiraient si elles voyaient quelqu'un comme toi, chauve, fier, disant au monde que la beauté n'est pas dans les cheveux. Mais je ne suis pas fière, dit Valentina. J'ai honte de mon apparence, pour l'instant. Mais ça peut changer. Et peut-être que te montrer au monde sera le premier pas pour t'accepter toi-même. Valentina regarda Maribel. Sa cousine avait des larmes dans les yeux, mais elle souriait. « Fais-le, cousine, dit Maribel. Montre au monde ce que je vois tous les jours. »« Que vois-tu » demanda Valentina. « La femme la plus courageuse que je connaisse. Quelqu'un qui a survécu à un accident, qui a perdu l'amour de sa vie, qui a perdu ses cheveux, et pourtant, elle continue de se lever chaque matin. C'est magnifique. Valentina, c'est plus beau que n'importe quelle chevelure. » Valentina ferma les yeux. Des larmes coulèrent sur ses joues. Mais quand elle les rouvrit, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose qui ressemblait à de la détermination. « D'accord, » dit-elle à voix basse, « je le ferai. » Isabelle sourit. C'était le sourire de quelqu'un qui vient d'assister à une naissance. Pas la naissance d'un bébé, la naissance d'une nouvelle version d'une personne. Les semaines suivantes furent intenses. Isabelle engagea une équipe complète, des photographes, des maquilleurs, des directeurs artistiques, tous experts dans leur domaine. Mais avant de commencer la campagne, Isabelle fit quelque chose d'inhabituel. Elle réunit toute l'équipe dans une salle de conférence et leur montra ça. La photo de 2010, la femme chauve dans la salle de bain. « C'est moi, » dit Isabelle. « Il y a 15 ans, cancer du sein, chimiothérapie. Et je ne l'avais jamais dit à personne, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant de travailler avec Valentina. » L'équipe écouta en silence. La beauté n'est pas dans les cheveux, elle n'est pas dans des sourcils parfaits, elle n'est pas dans une peau sans imperfection. La beauté est dans la dignité, dans le courage, dans la décision de se regarder dans le miroir et de dire « Je suis suffisante ». Et c'est ce que je veux que vous capturiez dans cette campagne. L'équipe acquiesça, et quand Valentina arriva au studio pour la première fois, ils la reçurent comme une reine. Pas avec pitié, pas avec malaise, avec respect, avec admiration, avec la révérence que l'on doit à quelqu'un de courageux. Le premier jour de séance fut difficile. Valentina tremblait devant les caméras. Elle se couvrait la tête instinctivement. Elle baissait les yeux au lieu de regarder l'objectif, mais Maribel était là, avec sa brosse en soie naturelle, et avant chaque prise, elle brossait le cuir chevelu de Valentina, doucement, avec amour.
comme elle l'avait fait chaque matin pendant la dernière année, et quelque chose de magique se produisait. Valentina se détendait, sa posture changeait, son regard s'adoucissait, et quand elle regardait la caméra, il n'y avait plus de honte. Il n'y avait qu'elle, Valentina, chauve, magnifique, vivante. Les photos étaient impressionnantes. Isabelle n'avait jamais rien vu de pareil. Valentina avec un foulard à fleurs posant comme si c'était une couronne. Valentina sans rien sur la tête, regardant directement la caméra avec des yeux de feu. Valentina, riant pendant que Maribel la brossait en coulisses. Chaque image racontait une histoire de perte, de douleur, de résilience, de beauté renaissante. Mais c'est la dernière photo qui définit toute la campagne. Isabelle eut une idée. « Je veux une photo de vous deux », dit-elle. « Valentina et toi, Maribel, ensemble. » Maribel secoua la tête. « Je ne suis pas mannequin, madame. Je suis femme de ménage. » Isabelle sourit. « C'est exactement ce que je veux montrer. Que la beauté ne vient pas des caméras et des lumières. Elle vient de quelqu'un qui prend soin de toi, qui te voit, qui te brosse même si tu n'as pas de cheveux. » Maribel regarda Valentina. « Valentina, qui est ça, s'il te plaît? »« Cousine, je veux que le monde sache ce que tu as fait pour moi. » Maribel accepta. Et la photo qu'ils prirent. Ce jour-là devint l'image principale de la campagne. Valentina assise devant un miroir, chauve, souriante, et derrière elle, Maribel, avec la brosse en soie naturelle à la main, la regardant avec amour. Le slogan était simple, « La beauté est qui prend soin de toi ». La campagne fut lancée 3 mois après, et l'impact fut immédiat. Les photos de Valentina devinrent virales, pas parce qu'elles étaient controversées, mais parce qu'elles étaient réelles. Des femmes du monde entier commencèrent à partager leurs histoires. Des femmes atteintes d'alopécie, des femmes atteintes d'un cancer, des femmes qui avaient perdu leurs cheveux pour quelque raison que ce soit. Toutes disaient la même chose. Pour la première fois, je me sens vue. Pour la première fois, je ne me sens pas seule. Pour la première fois, je crois que je peux être belle sans cheveux. Valentina reçut des milliers de messages, des milliers d'histoires, des milliers de remerciements. Et chaque message la rendait plus forte, plus sûre, plus elle-même. 1 an après la campagne, Valentina ne se cachait plus. Elle sortait dans la rue sans foulard quand elle le voulait, posait pour des photos sans penser à sa calvitie, regardait la caméra comme si c'était une vieille amie. Et quand les gens lui demandèrent comment elle avait fait, elle disait « Toujours la même chose. J'ai eu quelqu'un qui m'a brossé quand il n'y avait rien à brosser. Et ça m'a rappelé que j'en valais la peine. » Valentina comprit pourquoi Isabelle avait réellement créé cette entreprise. Ce fut lors d'un dîner privé, 1 an après la campagne. Isabelle invita Valentina et Maribel chez elle. Un dîner intime. Seulement les 3. « Je veux vous raconter quelque chose, » dit Isabelle. « Quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne. » Valentina et Maribel écoutèrent. « Quand j'ai eu le cancer, j'ai pensé que j'allais mourir. Pas à cause de la maladie, à cause de la honte. Je me sentais si laide, si peu de choses, que je ne voulais que personne. Ne me voit, pas même mon mari, pas même mes enfants. » Isabelle fit une pause. Les larmes commençaient à se former dans ses yeux. Un soir, j'étais seule dans la salle de bain, chauve, pleurant, pensant que je préférais être morte que de continuer à me voir ainsi. Et alors, j'ai vu un rouge à lèvres sur le lavabo. Un rouge à lèvres rouge que j'avais acheté il y a des mois et que je n'avais jamais utilisé. « Qu'avez-vous fait ?» demanda Valentina. « Je l'ai mis, sans réfléchir. J'ai peint mes lèvres en rouge. Et quand je me suis regardée dans le miroir, quelque chose a changé. Je n'étais pas belle, mais je me voyais vivante. Je me voyais comme quelqu'un qui avait encore envie de se battre. » Maribel prit la main d'Isabelle. « Cette nuit-là, j'ai décidé que si je survivais, j'allais créer quelque chose pour aider d'autres. Femmes, un endroit où elles pourraient trouver les rouges à lèvres rouges qui les feraient se sentir vivantes, les brosses qui les feraient se sentir soignées, les miroirs qui leur diraient qu'elles sont belles. » Isabelle regarda Valentina. Élégance. Moreau ne se résume pas à vendre des produits. Il s'agit de vendre de l'espoir. Et toi,
Valentina, tu es l'espoir en personne. » Valentina se leva. Elle embrassa Isabelle, et toutes deux pleurèrent. Pas des larmes de tristesse, des larmes de connexion, de compréhension, de sororité entre des femmes qui avaient tout perdu et qui avaient trouvé quelque chose de plus précieux. « Merci, » murmura Valentina, « de me voir quand je ne pouvais pas me voir. » Isabelle sourit. « Merci à toi de me rappeler pourquoi j'ai commencé tout ça. » 2 ans après ce matin, dans la chambre de service, tout avait changé. Valentina était désormais l'ambassadrice officielle d'Élégance Moreau. Pas seulement pour la gamme de produits pour femmes sans cheveux, pour toute la marque, la femme chauve était devenue le visage d'une entreprise de cosmétiques. Et personne ne le voyait comme une contradiction, parce que Valentina ne vendait pas de cheveux. Elle vendait de la confiance. Elle vendait de la dignité. Elle vendait l'idée que la beauté vient de l'intérieur. Maribel avait cessé d'être une simple femme de ménage. Isabelle lui avait offert un poste au sein de l'entreprise, directrice du bien-être. Son travail était simple, mais révolutionnaire. Créer des programmes pour les femmes qui avaient perdu leurs cheveux, leur apprendre à prendre soin d'elles, à se regarder, à se sentir belle. Maribel voyageait à travers toute la France. Elle visitait des hôpitaux, des centres de cancérologie, des cliniques de dermatologie, et dans chaque lieu, elle faisait la même chose qu'avec Valentina. Elle brossait, avec sa brosse en soie naturelle, des cuirs chevelus nus, des femmes qui avaient oublié ce que ça faisait d'être soignées. Et à chaque séance, quelque chose de magique se produisait. Les femmes commençaient à pleurer, pas de tristesse, de soulagement, de enfin être vues, de enfin être touchées avec amour au lieu de pitié. Maribel ne demandait jamais d'argent pour ses séances. C'était du bénévolat. Mais Isabelle insistait pour bien la payer pour son travail dans l'entreprise. Et Maribel utilisait cet argent pour acheter plus de brosses, plus de foulards, plus de miroirs avec des phrases écrites à la main. « Tu es belle !» Le slogan était devenu un mouvement. Des femmes du monde entier partagèrent des photos avec des miroirs qui disaient la même chose, en espagnol, en anglais, en portugais, dans toutes les langues. « Tu es belle. Beautiful you are. » Linda Vos est. Un rappel universel que la beauté n'est pas dans ce que tu vois. Elle est dans la façon dont tu te vois. Isabelle avait changé aussi. Elle ne cachait plus son passé. Dans chaque interview, elle racontait son histoire. Le cancer, la chimiothérapie, la calvitie, le rouge à lèvres qui lui avait sauvé la vie. Et à chaque fois qu'elle le faisait, elle recevait des milliers de messages, des femmes qui avaient vécu la même chose, des femmes qui se sentaient seules, des femmes qui pour la première fois voyaient quelqu'un comme elle triompher. Isabelle a compris que sa honte avait été son plus grand obstacle. Pas le cancer, pas la calvitie, la honte, le fait de se cacher, de prétendre que tout allait bien alors qu'à l'intérieur elle se mourait. Et elle a décidé qu'elle ne se cacherait plus jamais, que son histoire était son pouvoir, que sa vulnérabilité était sa force. Valentina vivait toujours avec sa cousine. Bien qu'elles puissent maintenant payer un appartement, elles ont décidé de rester ensemble. Parce que Maribel continuait à la brosser chaque matin. Et Valentina avait toujours besoin de ce rituel. Pas parce qu'elle se sentait laide. Elle ne se sentait plus laide. Mais parce que le brossage était devenu sa façon de commencer la journée. Son moment de connexion. Son rappel qu'elle était aimée. Un matin, pendant que Maribel la brossait, Valentina posa une question. « Cousine, tu crois qu'un jour mes cheveux repousseront ?» Maribel continua de brosser. « Je ne sais pas. Les médecins disent que c'est possible, mais improbable. » Valentina acquiesça. « Tu sais quoi? Je crois que ça ne m'importe plus. » Maribel sourit. « Pourquoi? » Parce que je ne me définis plus par mes cheveux. Avant, j'étais le mannequin avec les beaux cheveux. Maintenant, je suis le mannequin sans cheveux. Mais ce n'est pas ça non plus qui je suis. Qui es-tu alors? Valentina regarda son reflet dans le miroir. Le miroir décoré. Tu es belle. Je suis Valentina. Une femme qui a survécu, qui a perdu et qui a trouvé.
qui a pleuré et qui a ri, qui est morte un peu et qui a rené beaucoup. C'est ça qui je suis. Maribel posa la brosse. Elle embrassa sa cousine. Je suis tellement fière de toi. Moi, je suis reconnaissante envers toi. Sans toi, je ne serais pas là, littéralement. Valentina faisait référence à sa tentative de suicide, au jour où Maribel l'avait trouvée à temps, au jour où tout avait commencé. Maribel secoua la tête. Tu as décidé de vivre. Je t'ai seulement rappelé que tu en valais la peine. Valentina sourit. Et tu m'as brossé. Et je t'ai brossé. Les deux rirent. Un rire qui venait du plus profond d'elle. Un rire de sœur. Pas de sang. D'âme. Cette histoire ne se termine pas par une fin heureuse parfaite. Parce que la vie n'est pas parfaite. Les cheveux de Valentina ne repoussèrent jamais. L'alopécie universalis s'avéra permanente. Les médecins avaient raison. Mais Valentina cessa d'espérer qu'il repousse. Elle cessa de souhaiter être celle qu'elle était avant. Et elle commença à embrasser celle qu'elle était maintenant. Une femme sans cheveux, mais pleine de vie. Une femme qui avait tout perdu, mais qui avait trouvé quelque chose de plus précieux. Sa propre beauté intérieure. Isabelle continua de diriger Élégance Moreau, mais l'entreprise changea. Elle ne vendait plus seulement des produits. Elle vendait un message. La beauté est qui prend soin de toi. Et chaque produit portait ce message. Chaque campagne, chaque publicité, un rappel constant que la beauté n'est pas dans ce que tu achètes. Elle est dans qui t'aime. Maribel ne retourna jamais travailler dans un salon de beauté, mais elle continuait de brosser. Maintenant, non seulement Valentina, mais des centaines de femmes dans les hôpitaux et les cliniques. Des femmes qui avaient perdu leurs cheveux. Des femmes qui avaient perdu l'espoir. Des femmes qui avaient besoin de se rappeler qu'elles étaient belles. Et chaque fois que Maribel brossait un cuir chevelu nu, quelque chose de magique se produisait. La femme commençait à pleurer, puis elle commençait à sourire. Et à la fin, elle regardait le miroir et elle voyait quelque chose de différent. Elle ne voyait pas la calvitie. Elle se voyait elle-même. Pour la première fois depuis longtemps. Si cette histoire t'a touché le cœur, je veux que tu fasses quelque chose. La prochaine fois que tu vois quelqu'un de différent, ne regarde pas ce qui lui manque, regarde ce qu'il a. La prochaine fois que tu te regardes dans le miroir, ne vois pas les imperfections, vois l'histoire qui t'a fait être qui tu es. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, ne lui dis pas que tout va bien se passer. Brosse-le, figurativement. Bien serre. Consacre du temps à prendre soin de lui, à le voir, à lui faire sentir qu'il en vaut la peine. Parce que la beauté n'est pas dans les cheveux. Elle n'a jamais été là. La beauté est dans l'acte de prendre soin, dans la décision de voir quelqu'un quand le monde regarde ailleurs, dans la brosse qui passe doucement sur un cuir chevelu nu, disant sans mots « Tu es belle ». T'es exactement comme tu es. Valentina est toujours mannequin pendant que je raconte cette histoire. Elle a 30 ans maintenant. Elle est toujours chauve. Elle sourit toujours. Et elle continue d'inspirer des milliers de femmes à embrasser leur propre beauté. Maribel a 37 ans. Elle continue de brosser. Elle continue de coudre des foulards. Elle reste l'héroïne silencieuse qu'elle a toujours été. Isabelle a 55 ans. Elle continue de diriger son entreprise. Elle continue de raconter son histoire. Elle continue de rappeler au monde que la beauté vient de l'intérieur. Et le miroir décoré est toujours dans la pièce où tout a commencé. C'est maintenant un musée, un petit coin du hôtel particulier d'Isabelle, où est exposée la brosse originale, les premiers foulards, et le miroir avec la phrase qui a tout changé. Tu es belle. Des milliers de personnes le visitent chaque année. Des femmes atteintes d'alopécie, des survivantes du cancer, des personnes qui ont simplement besoin de se rappeler qu'elles sont suffisantes. Et chaque personne qui se regarde dans ce miroir en ressort différente, pas parce que le miroir serait magique, mais parce que les mots sont vrais. Belle, c'est toi. Pas « tu seras belle quand tes cheveux auront poussé ». Pas « tu étais belle quand tu les avais ». Belle, c'est toi. Maintenant. Aujourd'hui. Exactement comme tu es. Merci d'avoir écouté cette histoire. Et souviens-toi,
La beauté n'a jamais été dans les cheveux, elle a toujours été dans la façon dont tu te vois. Et parfois, nous avons besoin de quelqu'un qui nous brosse les cheveux pour nous le rappeler. Quelqu'un comme Maribel, quelqu'un comme toi, parce que nous pouvons tous être la brosse dans la vie de quelqu'un. Nous pouvons tous faire en sorte qu'une autre personne se sente belle. Il suffit de décider de voir, de décider de prendre soin, de décider d'aimer. Et ça, au final, c'est ce qui nous rend beaux, tous. Cette histoire touche à sa fin, mais le message demeure. La beauté, c'est celle qui prend soin de toi. Et il y aura toujours quelqu'un disposé à te brosser. Tu dois juste accepter de te laisser voir. Tu dois juste accepter les soins. Tu dois juste te regarder dans le miroir et croire. Belle, c'est toi. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Fin.